Mesdames, Messieurs, le grand journal sur For You Télévision. Au sommaire, coopération Mali-Russie vers un partenariat respectueux de la souveraineté de l'État malien. C'est une relation qui se consolide entre les deux États. Le mercredi 10 août 2022, un entretien téléphonique a eu lieu entre les deux présidents avec au menu l'acheminement certain et à long terme d'une fourniture alimentaire en carburant russe ainsi qu'en engrais. On en parle dans ce grand journal. Et puis au Tchad, fête de l'indépendance, dernier appel du PCMT au groupe rebelle. Je lance une fois de plus un sincère appel à l'endroit de nos frères politico-militaires en vue de saisir cette opportunité historique d'un nouveau départ. C'était les propos du président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, durant son discours de veille 62 de l'indépendance au Tchad. Il faut rappeler également que ceux-ci sont réfractaires à l'accord de Doha qui a d'ores et déjà planté le décor du dialogue national inclusif du 20 août prochain. On en parle longuement dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur For You Télévision. Vous regardez le grand journal. On démarre avec l'actualité au Tchad. 11 août 1962, 11 août 2022, 62e anniversaire de l'indépendance au Tchad. Une fête qui annonce les couleurs du prochain dialogue national inclusif qui aura lieu le 20 août prochain. Celle-ci a été également l'occasion pour le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, de lancer un énième appel aux groupes rebelles qui se sont désolidarisés de l'accord de Doha. Le reportage de Kouétou. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. À la veille d'une journée hautement symbolique pour son pays, Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Conseil militaire de transition tchadien, réitère son engagement au dialogue vis-à-vis des groupes armés réfractaires à l'accord de cessez-le-feu signé à Doha au Qatar le 8 août dernier. Le Tchad célèbre ce 11 août le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté. Une fête de l'indépendance qui se célèbre dans un climat de relative accalmie entre les différentes fractions armées disséminées à travers le pays. Ils étaient près d'une quarantaine en tout à signer lundi à Doha avec le gouvernement militaire au pouvoir l'accord pour lancer le dialogue national prévu le 20 août 2022 à N'Djamena, la capitale du Tchad. Au cours de son allocution le 10 août, le général Mahamat Idriss Déby s'est adressé aux groupes armés ayant opposé un refus à l'accord de Doha en ces termes. Je lance une fois de plus un sincère appel à l'endroit de nos frères politico-militaires, encore sceptiques, à reconsidérer leur position en vue de saisir cette opportunité historique de nouveau départ pour notre cher et beau pays. Au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, son fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, avait été proclamé président à la tête d'un conseil militaire de transition, promettant sous un délai de 18 mois de mettre sous pied un dialogue inclusif national devant conduire à des élections libres et démocratiques. Un délai aujourd'hui dépassé après plusieurs ajournements à la tenue de ce dialogue. Et on reste avec vous, Kouétou, et toujours au Tchad. C'est un cessez-le-feu déclaré et proclamé par l'Union des forces pour la démocratie et le développement, en abrégé UFDD, signataire de l'accord de paix de Doha. Une adhésion qui a une contrepartie. Le Conseil militaire de transition s'engage à n'intenter aucune action contre les groupes adhérents. Toujours avec vous dans ce reportage. Parole donnée, parole tenue pour l'UFDD, l'Union des forces pour la démocratie et le développement. Le président de ce groupe armé tchadien proclame un cessez-le-feu général sur toute l'étendue du territoire tchadien. Le communiqué, daté du 9 août 2022, fait suite à l'accord de paix de Doha, signé entre le gouvernement de transition et les mouvements politiques militaires tchadiens. L'UFDD du général Mahamat Nouri Alatchi affirme ainsi sa volonté de donner une chance à la paix lors du dialogue national prévu le 20 août 2022. Le général Mahamat Nouri affirme que cette décision est parfaitement en harmonie des textes de l'accord de Doha qui prévoit un cessez-le-feu général qui entre en vigueur dès sa signature. Le Conseil militaire de transition s'engage à n'entreprendre aucune opération militaire ou de police contre les mouvements politico-militaires signataires. L'accord prévoit également un renoncement définitif à la lutte armée et au recours à la violence sous toutes ses formes, tant à l'intérieur qu'en dehors du Tchad.
Et au Burkina Faso, à présent, le Conseil hebdomadaire des ministres a rendu son verdict le 10 août 2022. Celui-ci s'est tenu au lendemain de l'attaque dans le pays qui a fait 15 morts. Au sorti de ces échanges présidés par le colonel-lieutenant Sandaogo Damiba, le président de la transition au Burkina Faso, des mesures fortes pour lutter contre le terrorisme ont été annoncées, lesquelles se trouvent dans ce reportage signé Emma Moto. Suite aux multiples attaques terroristes récurrentes dans le territoire burkinabé, le gouvernement de la transition prend des mesures pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. En effet, après la double attaque ayant fait 15 morts survenue le 9 août 2022 dans le centre-nord du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la transition, a présidé mercredi 10 août 2022 le Conseil hebdomadaire des ministres. Au sorti de cet échange, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, s'est adressé à la presse en précisant que le gouvernement mettra sur pied une réorganisation de l'armée sur le terrain afin de mieux lutter contre le terrorisme qui perturbe les populations depuis 2015. Également, le Conseil a été informé que conformément donc aux décisions du Conseil supérieur de défense nationale, l'armée, toujours dans sa dynamique de monter en puissance et surtout de mettre en application sa stratégie de maillage territorial, met en place un plan qui va lui permettre donc de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d'être encore plus efficace et plus proche des populations. Donc il y aura dans les semaines, dans les jours ou dans les mois à venir la création donc de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement de bataillons suivant un meilleur plan de maillage territorial, la délocalisation ou la relocalisation de certaines unités. Tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Quant à Boukari Savadogo, ministre de l'Urbanisme, a fait cas de la création future des cités communales. Le ministre a également précisé qu'une cérémonie officielle de remise d'infrastructures communautaires que le ministre de l'Habitat avec ses partenaires on peut réaliser au niveau des villes d'accueil des déplacés internes sera effective notamment dans les localités de Kaya, Tougouri, Dori et Kongoussi. Il a été réalisé donc dans ces 4 localités des infrastructures scolaires, des dispensaires, des maternités, des centres de maternité et également des infrastructures communautaires également pour les questions donc des latrines. Et il faut dire également que cette cérémonie de remise officielle de ces infrastructures aux bénéficiaires serait également accompagnée de la pose de la première pierre de construction des cités communales, dont nous avons au programme 100 logements au niveau de Kaya, 100 logements au niveau de Tougouri, 50 logements à Dori et 57 logements à Kongoussi. Et une note noire à présent dans ce grand journal. Nous sommes au Mali où après l'attaque de Tessit, le gouvernement malien a annoncé un deuil national de 3 jours. Eh bien, ceci dans le but de rendre hommage aux victimes civiles et militaires lors de l'attaque terroriste perpétrée à Tessit dimanche dernier, laissant sur le carreau 42 soldats ainsi que 22 blessés près de la frontière de Burkina Faso et du Niger, un assaut au cours duquel l'armée a neutralisé 37 terroristes. On parle également qu'il faut laisser savoir le nouveau bilan publié par le gouvernement dans un communiqué. Le précédent bilan faisait état de 17 morts et 4 civils tués. Il faut rappeler que le camp militaire de Tessit est souvent attaqué, situé du côté du Mali, du côté de la zone des 3 frontières dans une immense région rurale. Tessit est fréquemment le théâtre d'affrontements et d'attaques. En mars 2022, à titre de rappel, 33 soldats avaient été tués dans une embuscade tendue par des terroristes qui effectuaient une relève. Et on reste au Mali à présent pour parler de coopération entre le Mali et la Russie. Entre les deux pays, les partenariats vont bon train. En effet, après la réception de Bamako de nouveaux équipements militaires fournis par la Russie, le Mali a apprécié les relations qui prônent la souveraineté du pays malien ainsi que le respect des aspirations du peuple malien. Et d'ailleurs, un appel téléphonique a eu lieu entre les deux États. Celui-ci fait état d'une conversation qui revient sur des fournitures de nourriture, de gaz, mais également d'engrais. Ngueneshi nous fait le dirigeant russe de la situation dans le pays
et des efforts de ses dirigeants pour la stabilisation politique et la lutte contre les groupes terroristes. Les deux homologues ont aussi discuté de la poursuite du déploiement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Pour sa part, Vladimir Poutine s'est dit convaincu que le sommet Russie-Afrique, qui se tiendra en 2023 à Saint-Pétersbourg, renforcera les liens traditionnels d'amitié entre Moscou et tous les pays du continent africain. Cette conversation téléphonique a eu lieu après que l'armée malienne ait reçu un nouveau lot de 6 avions de chasse et hélicoptères russes, ainsi que des équipements militaires. Une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État Assimi Goïta à Bamako, en présence des membres du gouvernement de la transition et des représentants diplomatiques russes. Escale au Cameroun à présent, on parle de cette actualité, la conférence conjointe des ministres de la communication, de l'énergie et de l'eau, ainsi que de la recherche scientifique et de l'innovation, sans oublier le ministre également du commerce, s'est tenu le 10 août dernier, c'était dans la capitale camerounaise, Yaoundé. À retenir de celle-ci un grand appel à l'accélération de la production locale ainsi que l'industrialisation accrue de l'économie nationale et quelques mesures prises pour lutter contre la vie chère entraînée par le Covid-19, mais également par la crise russo-ukrainienne. Kwakap Padip revient sur cette actualité. Le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, subit lui aussi les affres de la guerre qui continue de sévir en Ukraine, associée aux conséquences du Covid-19 et qui se traduit sur le plan local par la hausse des prix des produits de première nécessité, mais aussi et surtout des produits pétroliers. Lors de cette conférence, le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, se veut rassurant. Le gouvernement rassure les populations quant à sa détermination à satisfaire leurs demandes en consommation des produits de première nécessité. Et dans son propos liminaire, le ministre de la Communication révèle l'une des mesures prises par le gouvernement. En l'occurrence, le collectif budgétaire adopté par le chef de l'État dans le cadre de l'ordonnance du 2 juin 2022, complétant certaines dispositions de la loi des finances de l'exercice 2022, qui a porté de 120 à 480 milliards de francs CFA le montant des subventions de l'État au profit des produits pétroliers. René Emmanuel Sadi, qui précise que cette décision présidentielle a notamment permis de garder inchangés jusqu'à présent les prix des hydrocarbures, respectivement à la pompe et au détail, en dépit de l'envolée immédiate et presque généralisée des cours du baril observés sur le marché international. Un engagement du gouvernement qui se sera traduit par l'exonération ou la réduction selon les cas des taxes et droits de douane à l'importation sur certains produits particulièrement visés par les risques d'inflation, notamment le blé, les produits ferreux, l'huile de palme brute, le riz, le poisson et les matériaux de construction. Au rang des autres mesures, le gouvernement camerounais s'engage à atténuer la dépendance des importations et le ministre de l'Agriculture insiste sur la production locale. Selon Gabriel Bayrobé, il faudra augmenter la production agricole de 30% chaque année afin d'éviter une crise alimentaire. En outre, son département ministériel, en synergie avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, entend développer des cultures à cycle, créer des ceintures agricoles autour des grandes villes, construire des infrastructures de conservation, installer des unités de transformation dans les bassins de production grâce à la politique de l'import-substitution, assurer la souveraineté alimentaire, développer la production du riz pluvial à l'horizon 2030 et du blé notamment à l'ouest et l'extrême nord. Selon Luc Magrambarga, à Tangana, ministre du Commerce, il y a une résilience physique au Cameroun, celle de la disponibilité des produits sur les marchés. Le taux d'inflation étant de 4,4%. En ce qui concerne les produits pétroliers, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elouno Aïssomba, réitère que le gouvernement camerounais est à pied d'œuvre pour rendre disponibles ces produits et assurer leur subvention. Pour le seul mois de juillet 2022, le membre du gouvernement a rappelé que l'État déboursait plus de 3 milliards de francs CFA chaque jour pour la dite subvention. Et au regard du contexte économique mondial actuel, René Emmanuel Sadi et les autres membres du gouvernement s'accordent sur le principe d'une industrialisation plus accentuée de l'économie nationale.
Retour au Mali à présent pour parler d'économie. Cette fois, le pays malien a réussi le pari de lever 277,371 milliards de francs CFA, ce qui représente 102% sur le marché des titres publics de la zone UEMOA, avec une remarquable participation des investisseurs. Investisseurs qui d'ailleurs ont montré ainsi leur confiance envers l'État malien ainsi qu'au gouvernement en place. Et en la politique économique, financière et budgétaire de la plus haute autorité, Komabité a suivi pour nous cette actualité sans reportage. Après 8 mois d'absence, suite aux sanctions de la CEDEAO, l'État malien vient de signer son retour sur le marché régional des titres publics de la zone UEMOA. Une confiance renouvelée des investisseurs de l'État du Mali à l'État du Mali. Au départ, un montant de 270 milliards de francs CFA avait été sollicité par le ministre des Finances à travers le Trésor public pour ainsi relever l'économie du pays après la levée des sanctions. Une demande auprès des investisseurs qui a eu un écho plutôt favorable à hauteur de 102%, bien plus que le montant sollicité, soit un total de 277,371 milliards de francs CFA, a annoncé le service de la communication du ministère de l'économie et des finances. Le département a indiqué que ce succès témoigne de la confiance des investisseurs en l'État malien, en son gouvernement et en la politique économique, financière et budgétaire des plus hautes autorités. Cette opération importante, jamais réalisée par le Mali, servira non seulement à booster l'économie du pays, mais également à rembourser les impayés du Mali qui s'élèvent aujourd'hui à près de 220,2 milliards de francs CFA. Dans les détails, Bamako est de retour sur le marché après une longue période d'absence. En République démocratique du Congo, à présent, l'Alliance pour le changement s'indigne après l'arrestation de l'opposant Jean-Marc Kaboun et qualifie cette arrestation d'arrestation arbitraire. Souvenez-vous, l'opposant avait été mis aux arrêts le 9 août dernier. Il est d'ailleurs toujours en détention. Il est poursuivi pour imputation dommageable et offense au chef de l'État ainsi que injure publique. Bala a suivi pour nous cette actualité. Elle nous en parle dans ce journal. En République démocratique du Congo, l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, poursuivi pour injure publique, outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits, a passé sa première nuit en prison le mardi 9 août 2022. Suite à cette arrestation, l'Alliance pour le changement, dans une déclaration politique faite le mercredi 10 août 2022, est montée au créneau en dénonçant l'arrestation de son président national, Jean-Marc Kaboun. En croire sa déclaration, l'ex-vice-président du parti au pouvoir a été arrêté en violation de la Constitution, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi que de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, et par conséquent, l'Alliance pour le changement exige la libération immédiate de son président national. À cet effet, l'Alliance pour le changement dit réserver une réaction proportionnelle et rassure d'ailleurs son président national Jean-Marc Kaboun de son soutien indéfectible et de sa loyauté, ainsi que de sa détermination dans le combat pour l'avènement d'un véritable état de droit et d'un changement en République démocratique du Congo. Du côté du Parti pour le changement, le président national du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement. D'un autre côté, le président national du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu, condamne ces arrestations de Jean-Marc Kaboun et Jimmy Kitenge, tous deux membres de l'opposition en République démocratique du Congo. Ceci via son compte Twitter. Martin Fayulu exige donc leur libération. Pour rappel, Jean-Marc Kaboun a été arrêté sous mandat d'arrêt provisoire le mardi dernier après son audition au parquet général près de la Cour de cassation. Il a été directement conduit à la prison centrale de Makala. Il est donc poursuivi notamment pour outrage au chef de l'État. Stop et fin pour la visite d'Anthony Blinken en Afrique, le secrétaire d'État américain. Il faut rappeler qu'il était sur le territoire africain et il a fait escale en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud ainsi qu'au Rwanda. On parle également de cette fin qui a eu lieu ce jour. On revient sur sa dernière escale justement au Rwanda dans ce reportage signé Bala. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken
est arrivé à Kigali dans la soirée du mercredi 10 août 2022 et doit donc rencontrer le président Paul Kagame le jeudi 11 août 2022, puis visiter le mémorial du génocide des Tutsis. Au menu de ces discussions, les relations avec la République démocratique du Congo et le M23, les droits de l'homme, mais aussi le sort de l'opposant Rusesa Badjina, résident américain condamné à 25 ans de prison pour terrorisme au Rwanda. Autant de sujets importants qui font grincer les dents à Kigali. Sa visite à Kigali intervient également au lendemain de ses entretiens en République démocratique du Congo, qui ont largement porté sur le soutien apporté par le Rwanda à un groupe rebelle opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, largement documenté par un rapport des Nations Unies diffusé début août. Au sujet de la crise libyenne, dont laquelle Brazzaville est médiatrice, Denis Sassou Nguesso a salué l'appui de Washington à l'organisation d'une conférence de réconciliation. Il s'est par ailleurs félicité du retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Cependant, avant d'accepter l'invitation de son homologue Joe Biden au sommet États-Unis-Afrique, le décembre prochain, Denis Sassou Nguesso a réitéré une fois de plus la neutralité de son pays entre la Russie et l'Ukraine, mettant en avant une solution de négociation. Et voilà qui met fin à ce journal, mesdames, messieurs. Vous avez été nombreux à nous suivre sur For You Télévision. L'information et les programmes se poursuivent. Restez en compagnie de notre chaîne. Au revoir, Berthois.